Bonjour et bienvenue à tous sur l'Espoir africain, une émission d'actualité africaine bimensuelle sur la chaîne L'Agora. Nous commençons tout de suite cette quatrième édition avec les élections angolaises, qui ont vu le départ du président José Eduardo dos Santos, qui n'avait pas souhaité se représenter. Celui-ci avait passé plus de 38 ans à diriger l'Angola sans partage, soit plus de la moitié de sa vie, à la tête du parti le MPLA, ce qui signifie le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola. José Eduardo dos Santos part donc à 74 ans pour des raisons médicales et laisse sa place au vainqueur des élections générales, João Lourenço, investi le 6 septembre dernier. Celui-ci est également membre du MPLA, parti État au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola. Ce parti a en effet remporté les élections générales avec 61% des voix, tandis que le principal parti d'opposition, l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, n'en a remporté que 27%, et que le nouveau parti d'opposition émergent, la CASA-CE, la Grande Convergence pour le Salut de l'Angola, en a remporté 9%. Ici, José Eduardo dos Santos voudrait montrer à ses critiques l'image d'un autocrate qui quitte le pouvoir avec dignité. Mais il ne faut pas se méprendre, car João Lourenço, ex-ministre de la Défense, est un partisan modèle et exemplaire formé par le parti MPLA. De plus, José Eduardo dos Santos ne quitte pas totalement le pouvoir. Il reste en effet aux commandes du parti et a fait voter avant de quitter le pouvoir une loi pour que aucune poursuite judiciaire ne soit possible contre les ex-présidents de la République et a fait réduire les pouvoirs politiques de son successeur. João Lourenço va maintenant avoir un travail énorme, notamment sur le plan économique. Même si l'Angola est le deuxième pays exportateur de pétrole d'Afrique, le gouvernement n'a pas réussi à utiliser la manne pétrolière pour reconstruire un pays qui a été dévasté par la guerre civile entre le MPLA de Dos Santos et l'UNITA de Jonas Savimbi entre 1975 et 2002. L'argent créé par la manne pétrolière a été corrompu et n'a fait que renforcer les inégalités sociales dans ce pays. Et maintenant, avec la chute du prix des barils de pétrole, régler ce problème devient compliqué. Et la grande majorité des observateurs internationaux doutent que l'élève modèle du MPLA, qui est João Lourenço, s'attaque réellement à la corruption, qui est en grande partie dirigée par José Eduardo dos Santos et sa famille. Si la dictature en Angola semble continuer, c'est au contraire un coup de théâtre démocratique qu'il y a eu au Kenya le 1er septembre dernier. Suite aux élections présidentielles tendues du 8 août dernier entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, le président sortant, ce dernier avait été réélu avec 54% des voix. Mais suite à la déposition de plainte de Raila Odinga, la Cour suprême kenyane a rejeté les résultats en justifiant qu'il y avait eu de trop nombreuses inexactitudes et de trop nombreux non-respects ponctuels de la Constitution lors de ces élections. Ces problèmes, selon la magistrature kenyane, ont principalement eu lieu pendant le décomptage électronique des voix. Cette décision de la Cour est un coup dur pour Uhuru Kenyatta et cela oblige son gouvernement à réorganiser des élections pour le 17 octobre prochain. Mais la portée de cet événement va beaucoup plus loin. En effet, c'est la première fois en Afrique que des élections présidentielles sont annulées par la Cour suprême à la demande de l'opposition. Ce qui atteste donc au Kenya d'une séparation nette entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. À cause de cela, l'événement est déjà devenu un symbole de démocratie à travers toute l'Afrique. Par exemple, Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition en Guinée, a salué l'événement et a invité les autres cours suprêmes en Afrique à agir avec la même indépendance. Morgan Tsvangirai, de l'opposition zimbabwéenne, a déclaré, je cite, « C'est une décision sans précédent dans toute l'Afrique et c'est un bon pas pour la démocratie ». Pendant ce temps, en Gambie, où la destitution de Yahya Jammeh en janvier dernier avait aussi été un symbole démocratique, cet événement a une résonance particulière. Bref, l'événement est déjà devenu un symbole panafricain de la démocratie, mais les nouvelles élections inquiètent. Certains propos violents entre partisans de chacun des deux camps font craindre en effet des violences électorales, comme celle de 2007, où elles avaient fait plus de 1000 morts. De plus, le président Uhuru Kenyatta, s'il a d'abord accepté la décision de la Cour suprême, a déclaré quelques jours après que celle-ci constitue un problème et qu'il faudrait la réformer. Des propos qui n'ont pas été bien accueillis, tant au niveau national qu'au niveau international. Le gouvernement tchadien a reçu un beau cadeau de la part de la France. En effet, son président, Idriss Déby Itno, était invité à l'hôtel Méridien Étoile à Paris pour une réunion de bailleurs de fonds internationaux. Le but déclaré de cette réunion était de mettre le Tchad sur la route de l'émergence. Organisé par le président français Emmanuel Macron, le président Idriss Déby Itno a alors reçu à l'occasion un plan de 5 milliards de dollars de la part des bailleurs de fonds internationaux qui s'ajoute aux 1,25 milliards de dollars déjà investis par la France et l'Union européenne. Cette réunion est donc une aubaine pour ce pays qui est devenu extrêmement pauvre. En effet, l'économie tchadienne était principalement basée sur le pétrole et la chute du prix du baril de celui-ci l'a mis sérieusement en difficulté.
Au cours de cette réunion, le Premier ministre français, Édouard Philippe, n'a pas tari d'éloges sur le Tchad. Ce comportement permet de mieux expliquer pourquoi la France a organisé cet événement. En effet, pour Emmanuel Macron, le Tchad est un pays extrêmement stratégique. Tout d'abord pour sa position de clé de voûte dans la région, mais également parce que c'est le pays de cette même région qui possède l'armée la plus compétente pour lutter contre le terrorisme. C'est d'ailleurs au Tchad que se trouve le quartier général de l'opération française antiterroriste Barkhane. Mais la France voit encore plus loin, car le Tchad est un pays de transition pour les migrants, qui vont ensuite en Libye et qui essayent de traverser la Méditerranée. Emmanuel Macron souhaiterait un Tchad dans lequel les migrants seraient triés pour limiter l'afflux migratoire vers l'Europe. C'est donc pour le récompenser de sa lutte contre le terrorisme et l'inciter à aider la France sur la question migratoire que cet événement a été organisé. Mais beaucoup de gens sont critiques vis-à-vis de ce rapport privilégié entre la France et le Tchad. En effet, comme nous le rappelle un rapport récent de Amnesty International, le Tchad est avant tout une dictature dans laquelle la répression gouvernementale est extrêmement violente. Si le Tchad est le 3e pays le plus pauvre du monde, il est également le 3e le moins démocratique. Au Togo, le 6 septembre dernier, les différents partis de l'opposition ont réussi à mettre leurs désaccords de côté pour faire des manifestations monstrueuses à travers tout le pays. Celles-ci ont rassemblé entre 100 000 et 1 million de personnes dans les rues, ce qui représente un pourcentage considérable pour un pays de 7 millions d'habitants seulement, pour réclamer un changement de la constitution qui conduirait à un départ du président togolais Faure Gnassingbé. Ce sont des réformes qui sont demandées par l'opposition togolaise depuis maintenant près de 10 ans. Elles consistent en 2 points principaux. Tout d'abord, une limitation du nombre de mandats présidentiels, et enfin, un mode de scrutin uninominal à 2 tours, comme en France par exemple. Face à l'ampleur des manifestations, le président Gnassingbé et son parti UNIR, Union républicaine, ont proposé des projets de réforme constitutionnelle qui, selon eux, satisferaient l'opposition togolaise. Mais cette même opposition n'y croit pas un seul instant. La limitation des mandats présidentiels selon ces réformes ne serait pas rétroactive, ce qui signifie, entre autres, que les mandats faits avant la réforme ne seraient pas pris en compte. Autrement dit, malgré le fait que Faure Gnassingbé soit président du Togo depuis maintenant 12 ans, il pourrait quand même se représenter aux élections présidentielles de 2020. C'est ce qui pousse l'opposition à demander le départ pur et simple de Gnassingbé. Pour comprendre l'ampleur de ces manifestations, il faut aussi savoir que le Togo s'inscrit dans un contexte particulier. En effet, contrairement à la plupart de ses voisins de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le Togo n'a pas connu d'alternance démocratique à l'aube des années 2000. Bien au contraire, Faure Gnassingbé a succédé en 2005 à son père, Eyadema Gnassingbé, qui a régné pendant 38 ans sans partage sur le Togo dans ce qui était l'une des dictatures les plus brutales d'Afrique. Cette absence d'alternance démocratique, ajoutée au fait que le Togo a pourtant de bonnes relations avec ses voisins, explique pourquoi ceux-ci ne se sont pas prononcés sur les événements en cours. Des bonnes nouvelles qui nous viennent du Mozambique où Dhlakama, le chef du Renamo, Résistance nationale du Mozambique, a annoncé la signature d'un accord de paix avec le pouvoir au plus tard en novembre prochain. Ce même accord mettrait fin aux hostilités qui se déroulent au centre du territoire, entre le Renamo et le parti au pouvoir, le Frelimo, Front de libération du Mozambique. Ces 2 partis s'étaient déjà opposés dans la guerre civile qui a suivi l'indépendance du pays de 1976 à 1992. Le Renamo refusait en effet le pouvoir du Frelimo qui était d'obédience marxiste. Malgré la fin de la guerre et la nette amélioration de la démocratie dans le pays, c'est le Frelimo qui est resté au pouvoir. Pour protester contre cela, le Renamo a repris les armes en 2013 et a recommencé sa guérilla dans le centre du pays. Mais la situation s'était déjà améliorée en 2016 avec un cessez-le-feu et avec la rencontre en août dernier entre Dhlakama et le président mozambicain Nyusi. La fin de ces hostilités, en plus de ramener la paix dans le pays, permettront au gouvernement de se concentrer sur les problèmes économiques particulièrement difficiles dans le pays, notamment après la découverte par le FMI d'une dette cachée mozambicaine. La crise anglophone au Cameroun s'est complexifiée davantage. En effet, de nombreux avocats camerounais se sont plaints que malgré la décision du président camerounais Paul Biya d'arrêter toutes les poursuites judiciaires contre les leaders anglophones, un grand nombre de ces mêmes leaders sont pourtant restés en prison. Pour comprendre l'origine de cette crise, il faut faire un peu d'histoire. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a 2 colonies camerounaises. Le Cameroun anglais est en violet sur la carte, tandis que le Cameroun français est en vert. Vous voyez également en rouge les frontières du Cameroun actuel. En 1961, avec la décision de décoloniser le Cameroun anglais, un référendum est fait. Le nord de ce Cameroun va rejoindre la fédération nigériane, en bleu, tandis que le sud va rejoindre le Cameroun français, tous deux indépendants depuis déjà 1 an. Ces 2 derniers vont alors former la République fédérale du Cameroun avec les frontières du Cameroun actuel. Mais en 1972, le Cameroun abandonne son fédéralisme et devient une république unie. Il n'est donc plus constitué de 2 États distincts et l'anglais et le français deviennent les 2 langues officielles du pays. Selon les textes,
tout document officiel doit être traduit dans les deux langues et tout le personnel public doit pouvoir parler l'anglais et le français. Le problème est que depuis quelques années, le Cameroun se francophonise. À la capitale Yaoundé, le français est plus que majoritaire, tandis qu'à Douala, la capitale économique, on ne parle même que le français. À cause de cela, les textes officiels ne sont plus traduits et le bilinguisme est abandonné pour le français. Cela fait naître dans la partie anglophone un sentiment de marginalisation, ce qui fait naître ensuite la volonté sécessionniste. Certains sécessionnistes veulent retourner au Cameroun d'avant 1972, c'est-à-dire le Cameroun fédéral, tandis que d'autres veulent l'indépendance pure et simple. On comprend alors que le refus de la libération de certains leaders anglophones, tels que Félix Agbor ou Mancho Bebitsi, ne permettent pas d'arranger la situation, tel que cela s'est vu avec un boycott de la rentrée scolaire, avec lequel on a vu la quasi-totalité des écoles anglophones être quasiment totalement vides. C'est un assassinat totalement irréaliste qui s'est déroulé à Maseru, où le chef d'état-major du Lesotho est mort assassiné par le général Séchélé et le lieutenant-colonel Achatsi. Cet événement montre que l'histoire mouvementée de ce petit pays, enclavé dans la grande Afrique du Sud, n'est pas encore finie. Depuis l'indépendance du Lesotho, de nombreux courants s'opposent pour mettre en place un régime. On trouve les partisans d'un régime royal, ceux d'une junte militaire, ceux d'un régime socialiste et enfin ceux d'un régime démocratique. Ces différentes mouvances, ainsi que le fait que l'armée n'ait été créée qu'en 1980 pour lutter contre une guérilla d'opposition, ont conduit au Lesotho à une armée extrêmement politisée, comme le prouvent les nombreux coups d'État et tentatives de coups d'État au cours de son histoire. Bref, ces liens étroits entre le politique et l'armée sont des facteurs d'instabilité. Malgré l'appel du roi Letsi III pour l'unité de l'armée, soutenu par le premier ministre Thomas Tabané, la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, dont vous voyez les membres en bleu sur la carte, reste très inquiète. En effet, les grandes quantités d'eau que l'on trouve dans ce pays le placent au cœur du projet Lesotho Island Water Project, qui a pour but d'alimenter la grande puissance émergente voisine en eau. Cet assassinat est également la preuve pour la SADC que ces projets pour ramener la stabilité dans ce petit pays sont pour l'instant un échec. Enfin, pour finir cette émission, l'ONG Human Rights Watch dénonce l'acharnement de l'État algérien contre la communauté Ahmadi. Ce courant musulman réformiste indo-pakistanais, créé par Mirza Ghulam Ahmad, prône entre autres la séparation de la politique et de la religion. Cette communauté est perçue comme un danger par l'État algérien, le meilleur exemple étant Mohamed Fali, chef du courant en Algérie, qui est poursuivi en justice et jugé 3 fois pour les mêmes faits. De plus, 10% de la communauté Ahmadi algérienne sont poursuivis pour une raison ou une autre en justice. Même si officiellement l'appartenance à la communauté Ahmadi n'est pas mise en cause dans les chefs d'accusation, le ministre des Affaires religieuses avait déclaré il y a quelque temps, je cite, à propos de la communauté Ahmadi, « Je félicite l'action des services de sécurité qui ont réussi à faire échouer un complot visant à diviser les Algériens sur le plan confessionnel. » L'ONG Human Rights Watch cherche donc à attirer l'attention sur une communauté malheureusement souvent méconnue et également malheureusement souvent persécutée. C'est maintenant la fin de cette émission. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne, c'est important pour sa diffusion. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à faire parler les pouces. Et sur ce, je vous laisse avec l'hymne de la Libye. خير معين